Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis exactement dans l'endroit où j'avais fait une vidéo il y a quelques années avant qu'on fasse le séjour dans les bois, le stage dans les bois où on avait jeûné pendant 4 jours. Et c'est exactement ça. Alors évidemment ça a poussé, j'ai dû forcer un petit peu sur les plantes pour pouvoir passer parce que ça a beaucoup changé, hein. Moi-même j'ai 8 kilos de plus par rapport à la fois où j'ai fait la vidéo. Alors imaginez qu'après les 4 jours de jeûne, j'ai 10 kilos de plus que par rapport à ce que j'ai fait. Mais bon voilà, c'est l'entraînement qui veut ça, hein. Voilà, donc moi je m'entraîne pour préparer, comme je vous ai expliqué, les événements. Donc merci aujourd'hui aux 3 inscriptions que j'ai reçues, en sachant que ceux qui m'envoient des inscriptions ou qui m'envoient des dons, surtout si vous m'envoyez des chèques au club, surtout mettez-moi une adresse mail où je peux vous envoyer des, euh, des, des écrits, des PDF, des photos, enfin tout ce qui peut vous aider. Et si vous avez un sujet particulier qui vous intéresse, ça peut être, je sais pas moi, la santé en général, ça peut être le jeûne en particulier, ça peut être le jeûne sec, ça peut être la méditation, ça peut être l'art martial, ça peut être un petit peu la psychologie, on va dire, du système, parce que tout ça c'est très intéressant. J'ai beaucoup de documents là-dessus. Sur l'histoire des arts martiaux, non, je fais mes conférences, j'ai pas envie de donner pour le moment de documents, puisque ces documents que j'ai vont me servir, ces documents rares que j'ai, on va dire, et précieux, vont me servir à faire mon ouvrage sur la mystification des arts martiaux. Alors comme je vous dis, je prends le temps pour le faire, tout simplement parce que c'est vrai, faire un ouvrage sur la démystification des arts martiaux, c'est énorme par rapport au fait déjà qu'on appelle ça art martial en France. C'est déjà une première mystification, et ensuite c'est reconnu dans le monde entier comme étant des sports, et nous on appelle ça des arts martiaux. Donc après j'explique point par point l'histoire réelle de ces sports en fin de compte, l'histoire politique. Il y a toujours une histoire des géopolitiques là-dedans, commerciale aussi. Donc je vous ai déjà parlé que Jigoro Kano avait convaincu, on va dire, les politiques japonais de le laisser exporter son judo, ce qu'on appelait le Jujitsu Kano, de façon à ce que les judokas deviennent des japonisants. C'est-à-dire des japonisants, deviennent des orientalistes, des gens qui aiment, qui se mettent à aimer justement tout ce qui vient du Japon. Et ça marche très bien, puisque, comment dire, il y a eu une première vague, on va dire, d'orientalisme en France, et il y a une vague de japonisme. Si vous allez dans les brocantes, vous trouvez plein de petites statues comme ça, où on voit des espèces de entre guillemets, geisha, avec des manches chauves-souris qu'elles n'ont jamais eu. Vous voyez, comme des pattes d'éléphant, ça n'existe pas, ces kimonos-là. C'est des trucs d'après des gravures du 19e siècle, où les gens s'imaginaient que les femmes japonaises étaient habillées comme ça, quoi. Donc d'après ces gravures, il y a eu des sculptures de fait, et puis on en retrouve encore, je veux dire, dans les brocantes, voire même chez Pierre Import et tout. Bon, voilà, c'est notre idée de l'Orient, etc. Donc déjà la mystification, comme je vous ai expliqué, un guerrier c'est pas forcément un samouraï c'est pas forcément un guerrier. Samouraï veut dire fonctionnaire, c'est-à-dire attaché à l'État, attaché à une entité où il reçoit une solde comme ça, et un bushi, un guerrier ça peut être un bushi, ça peut être quelqu'un qui a été enrôlé, un paysan qui a été enrôlé, voilà. Donc, et ça peut être aussi des gens des familles nobles qui étaient des bushis aussi. Voilà, donc juste avant de commencer ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler, j'avais 2 choses à réagir sur l'interview du professeur Raoult. La première, c'est qu'il explique pourquoi il ne croit pas du tout à un vaccin contre le Covid-19, tout simplement parce que bon, les vaccins ARN, ça peut exister, sauf que par exemple,
il cite par exemple, je crois que c'est aux Philippines, un truc comme ça, le vaccin contre la dengue, en expliquant qu'une fois que les gens étaient vaccinés contre la dengue, il n'y a jamais eu autant de dengue. Et c'est bizarre parce qu'aux Philippines aussi, il y avait eu, je crois que c'était la variole dans les années, je ne sais pas quand les Américains sont arrivés dans les Philippines, hein. Donc il y avait 10% de cas de variole, et une fois que tout le monde était vacciné, il y a eu 90% de cas de variole. 90% de la population a eu la variole. Donc en fin de compte, le fait de porter le virus en lui-même n'est pas une vraie immunité. C'est pas une immunité naturelle, c'est une immunité de surface qui fragilise plus qu'autre chose. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein, voilà. Ok, donc ce qu'a dit le professeur Raoult sur le confinement, par exemple, ou sur la gestion, si vous voulez, de cette crise Covid, c'est que, donc, quand le 25 juin, donc il explique ça en direct chez Bourdin, Jean-Jacques Bourdin. Il dit qu'en juin 40, la peur panique durant la guerre donc, a jeté les Parisiens sur les routes et a fait 100 000 morts durant la débâcle. 100 000 morts. 100 000 morts des Parisiens qui étaient partis de la capitale, alors qu'à l'époque, la guerre avait fait 50 000 morts quoi, parmi les soldats. Ça veut dire que le fait de paniquer a fait 2 fois plus de morts. Et quand il dit qu'en fin de compte, si on l'avait écouté, on aurait fait 2 fois moins de morts. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ont paniqué dans la gestion de la crise. Ils ont fait n'importe quoi. Le fait de confiner tout le monde, alors qu'on sait que 90% des morts avaient plus de 65 ans. 90% des morts avaient plus de 65 ans, et dont 50% plus de 85. C'est quand même dingue. Aller confiner des gamins qui ont la vie en eux, qui ont envie de bouger, alors que 50% des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. C'est une aberration. Voilà, bon, je vais encore vous lire un extrait du dernier Science et Vie, donc c'est celui de juillet, donc qui va paraître bientôt, sur les effets biologiques du confinement. Alors, je vais vous commencer à lire un petit peu le début de l'article, après vous montrer la photo, que je vais certainement scanner et vous mettre sur ma page Facebook, tant ça rejoint ce que je vous ai toujours dit depuis le début du confinement. Voilà, cette loi martiale qui ne dit pas son nom. Donc c'est un article de Livia Tomova qui travaille au laboratoire des neurosciences sociales du MIT aux États-Unis. Prenez environ 3 milliards d'êtres humains et privez-les d'une grande partie de leur interaction sociale pendant 2 mois. Relâchez ensuite un peu les contraintes, tout en imposant sur le long terme des mesures de distanciation physique dans les transports, les commerces, les écoles, les entreprises et les EHPAD. Conservez aussi cette ambiance étrange, faite de visages masqués, de regards fuyants, de bonjours murmurés derrière des panneaux de plexiglas, de bises et poignées de main interdites. Observez le résultat. Nous vivons une expérience psychologique grandeur nature, chuchote Anne Giersch, directrice de l'unité neuropsychologie cognitive et physiopathologique de la schizophrénie de l'Université de Strasbourg. Une expérience inédite de privation sociale que l'on croyait réservée aux ermites, sous-mariniers, astronautes, aventuriers polaires ou prisonniers envoyés au cachot. Alors il dit que c'est encore difficile d'étudier les effets de cette quarantaine, mais une quarantaine s'est organisée lors des épidémies de SRAS, de MERS, d'Ebola, d'H1N1, et ça ne concerne que des tout petits groupes, souvent des soignants, isolés de 20 jours, tout au plus, rien à voir avec l'épisode précédent. Nous devons presque raisonner à l'échelle de la population mondiale, ce qui représente un nombre énorme de personnes psychologiquement vulnérables, quand on sait que le taux de prévalence des maladies psychiatriques est de l'ordre de 10 à 15%, lance Vincent Laurent, sociologue de la santé de l'Université catholique de Louvain. Nos études menées en Belgique montrent que ce sont les 15-24 ans qui semblent avoir été le plus affectés par la modification de leur activité sociale, avec le risque d'aggraver un peu plus l'épidémie de solitude, déjà en cours dans la plupart des pays industrialisés. Bon, il y a 7 millions de Français qui souffraient d'isolement, et ce n'est pas une question de grand âge. Quelques 700 000 jeunes entre 15 et 30 ans vivraient également dans une grande solitude. Bon, je ne vous donne pas tout l'article, je vous conseille vraiment de la voir, ça fait plusieurs pages, ça fait au moins 4 pages.
Il explique comment faire ça, et moi je vais vous donner mes solutions. Parce qu'en fin de compte, on me reproche toujours de ne pas donner de solution. Donc les 5 effets biologiques avérés de l'isolement. Donc l'un des premiers effets, c'est que l'isolement a le même effet sur le cerveau que la faim. Le manque de contacts sociaux déclenche au sein de la substance noire et de l'aire tegmentale ventrale la même signature neuronale que la privation de nourriture. Je vous montre le schéma. Bon, on est d'accord, je ne vais pas vous montrer tous les schémas non plus. Voilà, donc ça veut dire en fin de compte, le fait de rester seul pendant 10 heures, déjà, c'est comme si vous jeûnez pendant 10 heures. Ça vous donne exactement les mêmes effets de privation. Alors évidemment, si c'est volontaire, c'est encore différent. Si c'est volontaire, vous pouvez le prendre très très bien. Moi, ça m'arrive quand je fais des jeûnes secs de 3 jours ou 3 jours, par exemple, j'évite de sortir forcément pendant 3 jours, ou bien je vais m'isoler dans les bois comme ceci, ou bien je reste chez moi et j'essaye d'avoir le moins possible d'interaction sociale, puisque c'est quand même un retour sur soi-même. Mais c'est volontaire, donc ce n'est pas vécu comme une contrainte. Et donc il n'y a pas du tout de problème. Donc comment faire pour éviter ça? Il faut avoir un maximum d'interactions sociales. C'est-à-dire si vous êtes blessé, si vous êtes malade et vous restez chez vous, là vous êtes contraint et forcé, faut téléphoner, faut écrire aux gens, faut faire des WhatsApp, je ne sais pas comment on appelle ça avec les téléphones. Donc faire un maximum garder un maximum de contacts, c'est très très important. Les pays où il y a le plus de centenaires, c'est les pays où les vieux sont avec les jeunes, avec les générations toutes confondues, comme on voit au Brésil, à Okinawa, au Japon, où tous les castes sont mis ensemble, les castes d'âge, je parle, les groupes d'âge sont mis ensemble. Ensuite, l'isolement provoque une baisse du volume de la matière grise. Les personnes isolées subissent des pertes au niveau de l'hippocampe, associées à la mémoire, et de l'amygdale, associées aux émotions. Le renouvellement neuronal est également moindre. Ça veut dire que non seulement vous perdez des connexions neuronales, non, ça c'est après, vous perdez de la matière grise, c'est-à-dire, on va dire, les capacités cognitives, mais en plus, c'est beaucoup plus difficile à revenir. Donc si vous êtes isolé, faites des tests. Vous savez, des jeux de mémoire, des jeux d'intelligence, des mesures de QI, des mots croisés, faites des réussites, lisez des livres qui vont vous faire réfléchir, émerveillez-vous en regardant des émissions sur, je sais pas moi, la nature, etc. Vous avez des chaînes télé pour ça. Il faut toujours que vous vous interrogiez, que vous soyez toujours à l'affût on va dire, d'informations positives. Ensuite, il réduit le nombre de connexions neuronales. Donc, des souris isolées pendant 30 jours ont vu le volume de leurs cellules neuronales baisser de plus de 20%. La complexité et la densité de leur interconnexion se sont aussi dégradées. C'est incroyable, à cette heure-ci, les moustiques, ils sont en avance, vous voyez. Donc, voilà, ceci pour vous dire qu'en fin de compte, il faut toujours chercher à faire des nouvelles connexions neuronales. Alors, je vous avais déjà donné des exemples, apprendre des langues, faire des exercices physiques, faire des jeux d'adresse, tout ça, ça va faire des connexions neuronales. Et si vous voulez des nouvelles connexions neuronales, il faut faire des choses nouvelles. Vous n'avez jamais jonglé, apprenez à jongler. Vous ne savez pas faire du bilboquet, faites du bilboquet. Apprenez, comme je vous dis, apprenez une langue, regardez des films en sous-titré. Je parle à petit niveau ce que vous pouvez faire. D'accord? C'est quand même, vous faites de la traduction. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans, de la traduction de livres de Maître Hatsumi ou des livres de la capoeira qui étaient en allemand ou brésilien. Je traduisais en français pour mes élèves. Bon, ça c'est quand à l'époque, je n'avais pas la caméra, je ne pouvais pas interagir comme je fais, donc je faisais des magazines, j'ai fait une vingtaine de magazines pour mes élèves en ninjutsu, donc je traduisais un maximum de livres, et puis je dessinais, faites de la peinture, faites du modelage, faites de la sculpture, faites des paniers en osier, faites ce que vous voulez, mais utilisez vos mains, vos connexions neuronales, intéressez-vous à des nouveaux sujets, baladez-vous en forêt, observez la nature. Je crois que c'est avant-hier, je suis resté 3 heures dans la forêt où je suis resté comme ceci, où j'ai observé la nature. J'ai vu une bernache nonnette arriver,
J'ai vu, c'est pas une marque de mobilette, hein, c'est un oiseau. J'ai vu un petit faon qui est passé. Voilà, donc après, bon, des corbeaux, des pies, des geais, évidemment, les corvidés, il y en a partout. Et vous fixez votre regard et vous ne bougez plus, et vous allez voir que les animaux passent, hein, vous voyez les choses. Voilà. Évidemment, si vous avez des lunettes avec des reflets, si vous êtes habillé en couleur fluo, évidemment, ça va un peu... vous allez être la personne à éviter. D'accord. Comme je vais expliquer, on ne va pas dans les bois comme on va à un cours de step ou faire du crossfit, voilà, ou de la danse. Hein. Ok, ensuite, l'isolement augmente le risque cardiovasculaire. Les risques cardiovasculaires, il y en a un qui n'est pas mis, mais je vais vous le dire après. L'isolement provoque un stress chronique qui libère du cortisol dans le sang, ça j'en ai beaucoup parlé, augmentant ainsi la tension artérielle. Des études montrent que les personnes isolées ont un risque plus élevé d'infarctus sévère. Donc on le sait, je vous avais dit que les cardiologues ont prévu plus de 5000 infarctus. Les gens qui se remettent à bouger un petit peu, qui se remettent à descendre les escaliers, qui se remettent à vouloir même faire des footings ou quoi que ce soit alors qu'ils ont été bloqués. Voilà. Et ils dérèglent le système immunitaire. Les gènes codants pour la défense contre les infections bactériennes sont surexprimés et créent une inflammation chronique. En revanche, la défense virale est, elle, amoindrie. Donc, inflammation chronique plus baisse de l'immunité. Donc, il y a une chose qui n'est pas exprimée, que j'avais vue il y a quelques années. Je crois que je vous en avais parlé, c'était je ne sais plus comment elle s'appelle, cette femme qui était assez connue, c'était un scandale, on l'a appelée la pute de la République, enfin bref, et la putain de la République, et elle avait fait elle s'était retrouvée en prison, et il y avait des histoires de détournement d'argent, des trucs internationaux, elle portait des valises d'argent, et je ne sais plus comment elle s'appelait, et elle avait fait une interview où elle expliquait quand vous rentrez en prison, on vous remet un petit livret en vous disant que le fait d'être complètement confiné, complètement isolé, vous ne pourrez pas voir au-delà de 3-4 mètres, et donc vous allez perdre de la vue, vous allez perdre de la vision. D'accord. Le fait de ne pas faire d'activité physique, vous allez avoir une perte musculaire, vous allez prendre du gras, que vous allez perdre de la capacité cardiaque. Et carrément, je ne sais pas si c'était expliqué dans le livre, mais carrément, ça poussait plus ou moins les gens à se suicider, quoi. C'est-à-dire en disant, vous êtes là pour 5 ans, vous ne tiendrez pas 5 ans, vous allez devenir dingue. Et vous allez souffrir pendant tout ce temps-là. Donc en gros, c'était, elle expliquait carrément que c'était, je ne sais pas si elle expliquait comment, je ne vais pas vous donner le truc, mais elle a bien expliqué comment les gens se suicidaient en prison. Je parle des vrais suicides, hein. Je ne parle pas des Epstein et compagnie, quoi. Je parle des vrais morts et des vrais suicides. Donc quelque part, le confinement, effectivement, va vous... Si vous ne sortez pas, si vous ne regardez pas par la fenêtre, etc., va vous faire perdre de la vue. En tout cas, je vous l'ai expliqué, il vous fait perdre votre capacité cardio-pulmonaire, il vous fait augmenter votre cortisol, parce que c'est une contrainte de rester enfermé. Donc, essayez de contrer tout ça. Donc, vous savez que les capacités cardio-musculaires, cardio-respiratoires sont réduites. Et bien, petit à petit, vous allez faire un petit peu de HIIT, un petit peu de Tabata. En tout cas, vous allez marcher. Après, vous allez courir. Donc, vous allez marcher peut-être tous les 2 jours. Après, tous les jours. Vous allez courir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Une fois que vous aurez pris un bon cardio, un bon rythme, et ben, vous ferez un petit peu de HIIT pendant 20 minutes. Après, vous pourrez faire des petits spots de Tabata comme ça dans la journée. Par exemple 4 minutes le matin, 4 minutes entre midi et 2, 4 minutes le soir, et ça tous les 2 jours. Voilà, tous ces petits trucs-là, c'est une invasion, ces moustiques. C'est moi qui suis sur leur territoire. Hein. Voilà. Et donc, voilà, il faut reprendre ce cardio. Hein. Alors, pour reprendre un cardio, il faut 2 mois à peu près. Hein. Donc il faut 2 mois d'entraînement bien régulier à partir du moment où vous repartez. Et par contre, ça se perd en 15 jours. Alors, 2 mois de confinement, vous imaginez. Voilà, donc, et puis la méditation pour éviter le cortisol. Les respirations, 20 secondes j'inspire, 20 secondes j'expire. Je peux le faire en marchant, je peux le faire allongé, je peux le faire assis. Hein, puis les mouvements d'ondulation de la colonne vertébrale, de torsion de la colonne vertébrale, de façon à réveiller un petit peu les insertions nerveuses
le long de la colonne vertébrale, on va dire. Voilà, c'est assez important. Ok, donc moi mon souci c'est simplement de vous aider à retrouver la santé. Voilà, donc on parle de ça, on voit les exercices évidemment durant nos stages. Et je réponds à toutes vos questions. Donc là j'ai vu des professeurs qui sont très inquiets, très soucieux de voir que les sportifs n'ont pas repris à 50% leur activité. Alors qu'ils sont ouverts, alors qu'ils sont dans les gestes de sécurité, alors qu'ils en ont la possibilité. Donc évidemment, on n'a pas le droit de faire de la lutte, on n'a pas le droit de faire de la boxe, mais on peut faire du cardio, on peut faire de la corde à sauter, on peut faire du sac de frappe, on peut aller courir sur la route, on peut faire du vélo, on peut faire de la muscu, etc. etc. Donc tout ça c'est possible. Eh bien, même comme ça, les gens ne reprennent pas, les adhérents ne reprennent pas. Alors ce qu'il faut savoir, comme j'ai précisé, c'est que contrairement à un outil en acier, c'est-à-dire un outil mort, un corps mort, si on peut dire, le corps lui est vivant. Et plus on bouge et plus il se répare. Alors que moins on bouge, plus il s'use. Le corps, une articulation, moins elle bouge, plus elle se sclérose, on le sait. Par exemple, si vous avez un problème d'épaule et qu'on vous fige l'épaule comme ceci, et bien effectivement, elle va se figer. Effectivement, vous allez avoir une épaule gelée, comme on dit. Elle va se rétracter, vous allez perdre de l'amplitude et parfois, ça ne pourra pas se rattraper comme ça. Donc, voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Le mouvement c'est la vie, même les arbres ils bougent mais on ne le sait pas, on ne le voit pas parce que c'est pas notre rythme, hein. Tout ce qui est vivant bouge. Encore une fois, la réparation se fait pendant le repos, mais la réparation, on peut dire, ou la régénération va se faire en amont par l'exercice. Vous faites de l'exercice, vous créez un stress, on va dire, que vous pouvez gérer, il ne faut pas dépasser la dose. Après vous arrêtez, vous reposez, hop, et tout d'un coup vous avez faim, vous passez en sérotonine, vous mangez, vous faites votre sieste, et là le corps se répare. Par contre si vous bougez et puis vous ne dormez pas, vous fumez, vous buvez de l'alcool et vous bouffez des aliments cuits, eh ben, vous passez 70% de votre vie à digérer. Donc c'est voilà, 70% de votre vie à digérer et votre énergie passe aussi là-dedans, hein. 70% de votre énergie passe dans la digestion. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, bougez, reposez-vous, mangez comme il faut, des aliments qui vous stimulent. Le mouvement, c'est la vie. J'ai déjà éprouvé pendant très longtemps que moins vous bougez et plus vous vieillissez, et non pas oh, je suis vieux donc je bouge moins. Non, c'est l'inverse. Moins vous bougez, plus vous allez devenir vieux, vous voyez, plus vous allez devenir sclérosé. Ça c'est important. La différence entre quelqu'un qui se promène avec sa grosse moto là et qui s'amuse à faire du bruit alors qu'il habite à 5 minutes en vélo de la ville, et quelqu'un qui fait du vélo, c'est que le mec qui fait du vélo, il pourra tenir à 110 ans quoi, en faisant du vélo. Je ne suis pas sûr qu'à 110 ans, on pourra tenir sur une bécane en ayant eu une fonte musculaire et un cardio. Voilà, il faut déjà arriver à 110 ans quand on n'a pas de cardio, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça c'était pour réagir au petit bruit, c'était pas prévu. Voilà, donc simplement, plus vous bougerez, plus vous pratiquez d'exercices respiratoires, plus vous allez être comme je dis, dans le mouvement de la colonne vertébrale, et plus vous allez travailler entre guillemets, stimuler, on va dire, votre régénération. Donc, dès le moment qu'on arrête de s'entraîner, on perd sa souplesse, on perd son cardio, on perd sa capacité de se réparer, on augmente son cortisol, on augmente sa rigidité, on se sclérose, voilà, on devient vieux. Voilà. Donc moi je connais des gens qui sont vieux à 30 ans. Quelqu'un qui commence à boire à 17 ans, à 35 ans, il est déjà très très vieux, voire il est mort. Quelqu'un qui boit à 20, 25 ans, alors je parle de ça parce que beaucoup de gens, avant quand ils étaient apprentis, je ne sais pas comment ça se passe, hop, à 5 heures on leur faisait boire le Ricard. Et les gens devenaient alcooliques à 15 ans parce que leurs collègues leur faisaient boire le Ricard et si tu ne bois pas, tu n'es pas un homme.
Okay. Donc moi j'ai vu dans des groupes de néphalistes, hein, à la Croix-Bleue, où je suis resté à peu près 4-5 ans pour mes études, où j'ai vu effectivement des gens qui étaient très jeunes, hein, qui avaient 25 ans et qui disaient moi j'ai commencé à boire en étant apprenti. Mais à 25 ans, ils avaient des têtes de 40 ans. Est-ce qu'ils s'en sont sortis? Je ne sais pas. Mais voilà, le but c'est de bien comprendre que voilà, il y a des poisons, ces poisons sont en vente libre et il ne faut pas y toucher. Voilà, la clope, l'alcool, enfin bref. Tout ce qui va acidifier votre sang, tout ce qui va vous déglinguer. On parlait du cholestérol, on parlait des AVC, votre corps fabrique du cholestérol parce que vous fumez et vous buvez, donc vous fragilisez vos artères. Le corps fabrique du cholestérol pour renforcer comme une rustine les endroits faibles des artères, et on vous donne des médicaments pour enlever le cholestérol. Donc à la moindre tension, vous avez un AVC. Après on vous dit oui mais le cholestérol bouche les artères. Non, c'est de prendre des produits laitiers qui fait que vous avez du calcium circulant qui est non assimilable, parce qu'on n'est pas des veaux. Donc on a ce calcium qu'on n'assimile pas, qui se promène dans les artères, dans les veines, et ça se colle sur le cholestérol, et c'est ça qui bouche. Quand vous regardez un bouchon, on va dire entre guillemets de cholestérol, eh bien c'est 80% de calcium, ou 90% de calcium. Et c'est pas le cholestérol, hein. C'est comme si vous prenez un tue-mouche et puis vous mettez 1000 mouches dessus. Voilà, le tue-mouche, voilà, c'est pas ça qui est noir. Ce qui fait noir et qui fait épais, ce sont les mouches qui se sont collées là-dessus. Voilà, c'était juste un petit détail, j'avais pas prévu d'en parler. Et voilà, je vous souhaite toute la paix du monde, tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à venir à mes stages. Donc le prochain stage, on va dire qu'il reste deux places, mais il commence demain à 14 h. Donc si vous voulez venir, dépêchez-vous. Et puis les autres stages, c'est au mois de juillet, comment on peut dire, toutes les semaines. Alors la première semaine, comme elle commence un mercredi, j'ai rien fait, hein, j'ai rien prévu. Donc ce sera du lundi au vendredi pendant 4 semaines. Donc 4 stages de 5 jours. Vous pouvez rester le week-end, aller à la plage, visiter les musées et tout ça. On s'entraînera de préférence le matin. Pas trop tôt non plus, de façon à être libre à partir de 14-15 h et de pouvoir aller à la plage si vous voulez, qui est à peu près à une demi-heure d'ici, les premières plages, et après vous avez les grandes côtes sauvages en 3/4 d'heure. D'ici, vous pouvez passer le reste de l'après-midi si vous voulez bronzer. Les plages sont ouvertes. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, c'est le moment de retrouver un petit peu la vie, c'est le moment de retrouver un petit peu la santé. Je vous expliquerai les exercices, ceux qui veulent faire du Tabata, on fera du Tabata, il y aura de la méditation, il y aura du travail énergétique, il y aura du Qigong, du Kiko, il y aura plein de choses à travailler, et on travaillera beaucoup avec les bâtons vu qu'on doit rester à distance. Donc paix et sérénité, beaucoup de bonheur, et puis j'espère que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails ou qui m'envoient des messages en privé. Voilà, donc chaque jour j'envoie à peu près une dizaine de messages avec les dates de stage, donc dépêchez-vous, ceux et celles qui veulent s'inscrire. Pour le moment, la prochaine stage, je crois qu'on est 2 garçons, 2 filles, donc il reste encore des places, ou 3 garçons, 2 filles, je sais pas, donc dépêchez-vous, et à très bientôt, et puis surtout que du bonheur. Que du bonheur, à très bientôt.